Pendant Covid, beaucoup de personnes ont beaucoup réfléchi, pensant que c'était la fin du monde et tout le bazar. Moi, je me souviens d'ailleurs, j'étais coincé en Ouganda pendant le lockdown. Je suis parti à la banque pour aller sortir de l'argent de ma carte et ça ne fonctionnait pas. J'ai eu très peur. Je me disais peut-être que c'est la fin du monde. On pourra malheureusement plus avoir l'argent, ça sera très difficile, on est bloqué. Ça faisait peur, n'est-ce pas? Qui se souvient à l'époque d'ailleurs en France, on a instauré une carte, c'était quoi la carte de quoi? Je sais plus. La carte qui vous autorisait d'aller manger, d'aller au resto. Sans cette carte, vous ne partez pas au théâtre, vous ne partez pas au resto, vous ne partez pas... C'était cette carte qui certifiait que vous êtes vraiment éligible à sortir dans les lieux publics, n'est-ce pas? C'était une restriction des libertés, n'est-ce pas? Effrayant. Les gens oublient très vite, malheureusement. Le monsieur des ordinateurs qui disait que si le monde ne se vaccinait pas, la vie ne retrouvera jamais sa forme. On ne redeviendra jamais ce qu'on a été dans le passé si tout le monde ne se vaccinait pas. Le vaccin. Il est juste de dire que les choses ne reviendront pas à la normale tant que nous n'aurons pas un vaccin distribué à la quasi-totalité du monde. Et donc, vous savez, les meilleurs spécialistes de la Fondation, ceux qui travaillent sur les vaccins à grande échelle, vous savez, collaborent avec de nombreux fabricants, non seulement sur la sécurité et l'efficacité, mais aussi pour obtenir cette capacité de production de milliards de doses. Et donc, comme en Chine, il y aura une réouverture partielle. Certains emplois reprendront, l'école reprendra, mais il faudra être extrêmement prudent pour éviter une résurgence tant que le vaccin ne sera pas disponible. Maintenant, vous parlez de la Fondation. Dès le 5 février, la Fondation Gates a engagé 100 millions de dollars pour lutter contre ce virus, mais vous soulignez le fait que notre gouvernement, comme beaucoup d'autres, a été très lent à réagir. En réalité, on aurait pu perdre encore 2 mois. Combien cela nous a-t-il coûté en termes de propagation de la maladie, ces 1 ou 2 mois que nous avons perdus? Eh bien, il y a des pays comme Taïwan qui sont exemplaires. Ils ont vu le problème et ont vraiment mis en place des tests à grande échelle, des tests communautaires de façon très efficace. Ils ont établi des priorités pour savoir qui devait être testé et ainsi ils n'auront ni la charge de la maladie ni l'impact économique que d'autres pays connaîtront. La Chine, dès la fin janvier, a pris la situation au sérieux. Et donc, vous savez, leur capacité à faire baisser le nombre de cas a été spectaculaire. La Corée du Sud a fait de même. Et donc, il y a des leçons dont nous nous inspirons. Et vous savez, nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons éliminer le coronavirus dans le monde entier. Vous savez, aux États-Unis, on voit à quel point c'est difficile ici. Il est probable que ce sera encore pire dans les pays en développement qui, pour l'instant, n'ont pas encore autant de cas. Comment pensez-vous que les gouvernements fédéraux et des États réagissent actuellement et préféreriez-vous que tout soit géré au niveau national, que ce soit les ordres de confinement, les tests ou la chaîne d'approvisionnement? Préféreriez-vous que tout cela soit géré de manière... Il disait la seule façon que le monde redevienne tout ce qu'il y a à rouvrir, il faudrait que tout le monde se fasse vacciner, n'est-ce pas? Il a encore dit que l'Afrique serait très touchée parce que beaucoup de personnes en Afrique tomberaient de partout, malades, en incapacité de respirer. Pourquoi il n'y a pas de moyens préventifs en Afrique? Vous vous en souvenez? Pourquoi les Africains ne sont pas tombés? Non. Pourquoi les Africains ne sont pas tombés? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Le monsieur des ordinateurs a dit que la seule façon de retrouver la vie comme avant, il fallait que tout le monde se fasse vacciner. Mais on a retrouvé la vie. Est-ce que tout le monde s'est fait vacciner? Est-ce que vous savez la raison pour laquelle on a retrouvé la vie sans se faire vacciner? Parce que c'est vrai, on bougeait vers cette direction. Je me souviens même l'entreprise internationale d'aviation avait pris des mesures disant si on ne se faisait pas vacciner, on n'avait pas une certaine carte, on ne pourrait pas voyager. Vous vous en souvenez? C'était effrayant, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'on a retrouvé la vie normale? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? C'est la guerre en Ukraine qui a fini cette histoire. Donc, monsieur Vladimir Poutine lui-même a fini l'histoire de Covid sans qu'on en parle. Est-ce que tout le monde s'est fait vacciner? Absolument pas. C'est très intéressant et je pense que les gens oublient malheureusement très vite. Écoutez les amis, il y a un truc très intéressant qui se passe actuellement au Royaume-Uni. 60 conseils municipaux au Royaume-Uni ont désormais lancé une flotte de drones formant leur personnel comme pilotes certifiés pour les utiliser pour des raisons de surveillance. 60 conseils municipaux. Les conseils municipaux sont simplement des petits gouvernements qui prennent des décisions pour les humains, pour la population. 60 conseils municipaux ont envoyé chacune une flotte de drones, donc plusieurs drones. Ils disent prévoir les déployer. Pourquoi? Pour lutter contre les comportements antisociaux.
Je répète, ils ont envoyé des drones en l'air pour lutter contre les comportements antisociaux. Alors, c'est quoi les comportements antisociaux? Pour que l'on comprenne, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes très intelligents, mais il y a des gens ici qui savent pas, ok? Nous ne sommes pas tous français, bon, voilà. Il y a par exemple l'intimidation des voisins ou des passants, ok? Quand vous parlez aux voisins de manière inappropriée, c'est un comportement antisocial. Bruit excessif, par exemple, ok? Vous faites du bruit, vous vivez dans un complexe, dans un milieu de plusieurs personnes, votre musique, votre radio, vous faites des fêtes nocturnes, c'est un comportement antisocial. Ivresse publique, consommation excessive d'alcool. Vous tombez dans les routes, comportement antisocial. Mendicité excessive ou utilisation de feux d'artifice, comportement antisocial. Quand on parle de graffiti, généralement, ce sont des teenagers, okay? Des gens de 16 ans, 15 ans ou un truc comme ça. Quand on parle de musique, ça pourrait être n'importe qui, mais quelle est vraiment la vraie raison? On se pose la question. Est-ce la vraie raison, c'est pour combattre les comportements antisociaux? Je vous rappelle que le Premier ministre du Royaume-Uni est actuellement en train de pousser l'idée du Digital ID, c'est-à-dire l'identifiant numérique. Il a même menacé sa population en disant, écoutez, si vous ne prenez pas l'identification numérique, à la fin de l'année, vous perdrez accès à la banque, vous perdrez accès aux services les plus faciles de la société. Que nous sommes de leur côté et leur foi dans le fait que l'État peut et va agir pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce que ce gouvernement rendra obligatoire, d'ici la fin de cette législature, un nouveau système d'identité numérique gratuit pour avoir le droit de travailler. Permettez-moi d'être clair. Vous ne pourrez pas travailler au Royaume-Uni si vous ne possédez pas d'identité numérique. Donc c'est menaçant. Ce n'est pas une demande dans l'objectif d'avancer tout le monde, c'est une demande menaçante. Si vous ne le faites pas, vous subirez les conséquences. Je pense que pour comprendre cette histoire, pourquoi le Royaume-Uni vient d'envoyer des drones dans l'air, il faut aller un peu plus profond. Alors en Chine, par exemple. En Chine, on a implémenté le Digital ID ou identifiant numérique. En Chine, normalement, quand vous passez, vous voyez des caméras un peu partout. Il y a des caméras liées à la 5G partout dans le coin. Donc, vous ne pouvez pas prétendre faire une petite bêtise en Chine sans qu'on vous remarque. Et ces caméras sont nimbées d'une intelligence artificielle avancée. Donc, l'intelligence artificielle dans la caméra peut directement détecter votre sexe, votre âge, votre nom de famille, votre taille, votre histoire de santé, votre CV, votre histoire scolaire et toute votre vie. Donc, tout cela, évidemment, se trouve dans des bases de données gouvernementales. La Chine a commencé cette histoire en disant, on veut implémenter cette histoire dans l'objectif de nous garder en sécurité. C'est-à-dire, on va essayer de prévenir que les crimes et les bêtises n'arrivent pas. On va protéger tout le monde en plaçant des caméras partout et en répertoriant l'identité de chaque humain. Comme ça, si une personne fait une bêtise, on peut facilement la trouver. Ça sonne très bien. C'est génial. Mais jusqu'à ce que quelque chose arrive. C'est-à-dire, la Chine a un système très intéressant. Si tu dis une chose de positive par rapport au gouvernement, on te donne par exemple 20 points. Tu dis que le président est quelqu'un de très brave, de courageux, pour avoir résisté à la Grande-Bretagne aux États-Unis, on vous rajoute 30 points. Si vous dites une chose positive à l'égard de la Chine, son économie, on vous rajoute 50 points par exemple. Vous osez discuter sur l'impartialité de la Chine, on vous réduit 10 points. Vous osez remettre en question le système économique chinois, on vous réduit 20 points. Vous osez mettre en question ou demander pourquoi le système chinois n'est pas tout à fait démocratique, on vous enlève 50 points. Les points sont importants parce qu'avec beaucoup de points, vous pouvez avoir des crédits de la banque. C'est naturellement un système de crédit. Plus de points vous possédez, plus la chance d'avoir une maison créditée par la banque. Plus vous avez de points, plus vous pouvez voyager. Et moins vous avez de points, moins vous pouvez faire quoi que ce soit. Il y a même des gens dans des situations où, par exemple, votre maman serait malade dans une ville d'à côté. Vous partez à la gare, arrivez à la gare, on vous dit, monsieur, désolé, vous n'avez pas assez de points pour voyager. Pourquoi? Parce que vous avez été un dissident. Vous avez remis en question le système chinois. C'est comme ça que ça fonctionne en Chine. Maintenant, n'est-ce pas la meilleure opportunité qu'il faut pour un pays de shithole, par exemple, ou un pays qui veut contrôler la population, d'implémenter? Imaginez-vous avoir un tel système entre les mains d'un pays africain, un pays dirigé par un monsieur qui est carrément un dictateur. On sait exactement où tu te trouves, on sait ce que tu as dit. Le système, je vous rappelle ici, c'est un système qui sait directement identifier qui vous êtes. Si vous faites un commentaire en ligne, on sait exactement qui vous êtes. Donc, c'est pas un commentaire fait par un profil, un commentaire même anonymat, on sait exactement comment trouver la personne qui a fait ce commentaire. Alors, comment les données de l'identification numérique sont collectées? On prend vos empreintes digitales, on prend votre reconnaissance faciale, on scanne l'iris, c'est-à-dire votre œil, partie noire de l'œil. On scanne ça parce que c'est unique à chaque humain. On scanne votre passeport, vos actes de naissance, vos cartes d'identité et on fait une vérification croisée avec les registres du gouvernement pour s'assurer que c'est vous. Donc, empreinte digitale, reconnaissance faciale, scan de l'iris, scan de passeport et vérification croisée. L'objectif, d'après le gouvernement, évidemment, c'est s'assurer qu'on vous protège contre la criminalité, vérifier que c'est vous, et aussi vous permettre d'accéder aux services de banque, de santé, des prestations publiques et contrôler l'emploi.
Vous savez, très souvent, quand vous vous trouvez dans des situations comme ça, on va toujours vous vendre le côté positif d'une histoire. Le côté négatif, on n'en parle pas. L'intelligence artificielle, on en parle. Les gens parlent de l'intelligence artificielle, ça vous permet de trouver des réponses très rapidement, de résorber des problèmes, mais on ne parle pas de la partie noire de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle peut être implémentée dans beaucoup d'histoires. L'intelligence artificielle, en effet, c'est comme un couteau à double tranchant. On peut s'en servir pour couper de la viande et cuisiner. On peut aussi s'en servir pour tuer quelqu'un. Cette histoire est inquiétante parce que le Premier ministre britannique a dit qu'à la fin de l'année, tout le monde doit enregistrer son Digital ID. Ok, si ce n'est pas fait, vous allez perdre accès à la banque, vous perdrez accès aux hôpitaux, vous perdrez accès à beaucoup de services. Le gouvernement présente cette mesure comme un moyen de lutter contre l'immigration illégale et la fraude et de garantir que seuls les individus ayant un statut légal puissent travailler et recevoir des prestations. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, avant de faire quelque chose, on regarde le positif et le négatif. Je ne sais pas comment la Grande-Bretagne souffre aujourd'hui avec le système implémenté, qu'il faut complètement changer les choses. Alors, beaucoup de personnes sont contre cette histoire. Évidemment, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est une stratégie pour finir le travail qu'ils ont commencé. Ils ont commencé un travail il y a très longtemps, ok? En 19, ils doivent finir ce travail. Et ce travail, évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? À l'époque, quand on a bloqué les gens en disant qu'il fallait sortir une carte avant d'avoir de l'argent, qu'est-ce qui s'était passé? Les gens ont sorti leur cash. Ok? On peut pas te bloquer, même si on bloque ta carte bancaire. Si tu as le cash, on peut pas bloquer le cash. C'est une des raisons, en tout cas, si ce n'est pas vrai. On veut que vous n'ayez plus de cash. Si on était quelqu'un au pouvoir, une personne puissante, un empereur ou un président mal intentionné, ne voudriez-vous pas que tous vos dissidents aient des cartes de banque et pas le cash? Vous disiez des histoires qui vont à l'encontre de votre position, vous pourriez facilement les bloquer et les exclure de la société. Une responsabilité directe à chaque post, à chaque publication, commentaire ou clic est traçable jusqu'à la personne réelle, facilitant l'identification et la sanction des individus critiquant le gouvernement. En effet, je vais aller rapidement. Vous savez, il y a quelques jours, un monsieur britannique au nom de Jean Richelieu a été arrêté en Grande-Bretagne pour avoir posté une photo de lui-même en Amérique. En fait, il avait une arme parce que légalement aux États-Unis c'est autorisé, le port d'armes est autorisé en Floride et il était parti pour tirer pour amusement. Vous savez quand on tire sur des branches, tirer pour amusement, pour sport. Et en train de bouger vers une direction très dangereuse. En Grande-Bretagne c'est interdit. Avoir une arme à feu, le montrer en public c'est interdit. Il a été arrêté pour ça. Jean Richelieu, arrivé au Royaume-Uni, il a été arrêté parce que le contexte est différent. Pourquoi? Pour avoir détenu, montré en public des armes à feu. On l'a jeté en prison. Et on l'a sorti seulement après que les gens aient fait du bruit comme pas possible. Pourquoi vous arrêtez une personne qui a pris une photo en train de s'amuser dans un pays étranger avec une arme à feu légale? Vous voyez comment on peut commencer à traquer les gens. Vous faites un truc qu'on n'aime pas, on vous bloque. Vous mangez un peu trop de viande, on vous bloque. Pourquoi? Ça vous surprend. Il n'y a pas très longtemps, on disait que la consommation de la viande était l'une des raisons du réchauffement climatique, n'est-ce pas? Et on veut que chaque humain commence à manger juste suffisamment de viande pour pas causer l'effet climatique. C'est-à-dire chaque personne a un montant, un quota bien précis de consommation de viande par mois et par an. Si vous atteignez votre consommation, votre quota, on vous bloque. C'est simple. Avec le Digital ID, c'est très facile de l'effectuer. Aujourd'hui, c'est difficile parce que personne n'est répertorié. Mais si on peut vous punir en vous bloquant tous vos comptes Facebook, WhatsApp, tout email, si on peut vous bloquer dans vos comptes bancaires, on peut facilement implémenter tout ce qu'on veut comme loi. Ce qui fait peur, c'est que beaucoup de pays en Afrique ont commencé à adopter cette histoire. Digital ID, ok? Identification numérique. En Afrique du Sud, vous ne pouvez pas ouvrir un compte sans avoir votre visage et tout le reste, vos empreintes digitales. Il y a le Nigeria qui suit aussi, le Kenya juste après. On ne sait pas comment on va bouger. 60 conseils municipaux au Royaume-Uni ont désormais lancé des flottes de drones formant leur personnel comme pilotes certifiés. Ces drones sont là pour évaluer, pour exécuter, pour surveiller ce que vous passez. Sommes-nous en train de... Le président ougandais a promis de faire la guerre au Kenya si cette situation n'est pas résorbée très rapidement. En effet, il est très fâché vis-à-vis du Kenya, disant le Kenya essaie de privatiser l'accès à la mer. C'est-à-dire, le Kenya prétend que la mer lui appartient. Regardez la carte, l'Ouganda et le Kenya et la mer. L'Ouganda, comme vous le remarquez, c'est un pays enclavé dans le continent. Ils sont donc pas bordés par la mer. Mais le Kenya, par contre, vous voyez la mer. C'est-à-dire tout ce qui est importé en Ouganda passe par le Kenya. L'Ouganda est très en colère à travers son président disant que le Kenya veut privatiser la mer. Ils sont prêts, dans ce cas, à aller à la guerre. Je pense qu'il est très important d'examiner cette situation. Comprenez que la ville ne se limite pas seulement à la francophonie. Il faut élargir ses capacités, élargir ses pensées, en voyant ce qui se passe partout. Suivons ce que le président ougandais avait à dire. Pourquoi ne voyez-vous pas comment vous unir? Parce qu'en Ouganda, même si vous vouliez construire une marine, comment pourriez-vous la construire? Nous n'avons pas accès à la mer. Comme vous entendez, il dit que l'Ouganda est en incapacité de créer une force navale parce qu'ils n'ont pas accès à la mer. Continuons. L'organisation politique en Afrique est tellement irrationnelle. Certains pays n'ont pas d'accès à la mer
Pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de défense, vous êtes coincés. Comment puis-je exporter mes produits? C'est pourquoi nous avons des discussions sans fin avec le Kenya. Puis celle-ci s'arrête, puis une autre commence. Et le chemin de fer, l'oléoduc, celui dont nous avons parlé, mais cet océan m'appartient. Parce qu'avec mon océan, j'ai droit à cet océan qui m'appartient vraiment. À l'avenir, nous allons avoir des guerres. Évidemment, ce qu'il a dit a créé un tollé général au Kenya. Les gens sont très en colère, très fâchés. Les Kenyans se disent prêts à aller à la guerre aussi. Vous savez, les Africains, généralement, quand c'est pour faire la guerre, ils sont toujours prêts. Mais quand il faut faire la paix, s'améliorer, contribuer pour avancer, progresser, alors les gens sont absents. C'est curieux, hein, quand c'est pour insulter, dégrader, tout le bazar. Rentrons dans notre histoire. Le président ougandais a comparé la situation au fait de vivre dans un immeuble. Hein. C'est-à-dire quoi? Vous vivez dans un immeuble au 3e étage et les personnes vivant au rez-de-chaussée prétendent que la cour leur appartient. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez quelque chose qui arrive, tel que votre Uber Eats, une commande qui arrive à travers Uber, qu'est-ce qui se passe? Les personnes habitant au rez-de-chaussée vous disent qu'il faut payer un taxe, ou les impôts, ou des lévies pour avoir votre histoire. Est-ce que ça a un sens? Vous vivez au 16e étage, et les personnes en bas vous disent à chaque fois que vous avez une commande qui arrive, nous aussi on veut voir notre pourcentage. Est-ce que c'est logique ou pas? Eh ben, c'est la même logique en ce qui concerne les ports. Okay? On va essayer de voir si le président ougandais a raison ou pas. À chaque fois que l'Ouganda importe quoi que ce soit, ils doivent payer quelque chose au Kenya ou à la Tanzanie. C'est normal ou pas? Évidemment, l'Ouganda dépend fortement de port Kenya, Mombasa, sur la carte, vous voyez, ça c'est Mombasa, et Lamu, ok, pour ses importations, notamment de pétrole, de ciment, de fer et de l'acier, ainsi que de produits manufacturés. Donc, c'est pas facile d'être un pays enclavé. On a besoin des voisins, il faut aussi avoir une bonne correspondance avec eux. Alors, que dit le droit international dans ce cas? Pour un pays enclavé, selon la Convention des Nations Unies, parce qu'ils étaient assis pour discuter pour ces conditions, les Nations Unies disent que les océans sont considérés comme des biens communs mondiaux. C'est-à-dire l'océan appartient à tout le monde. Mais les États côtiers contrôlent leurs eaux territoriales et leurs ports. Les océans, ça appartient à tout le monde. Mais les États côtiers, les États qui sont aux côtes, contrôlent leurs eaux territoriales et leurs ports. Maintenant, les pays enclavés comme l'Ouganda, le Rwanda, l'Éthiopie, le Mali et tout le bazar ont le droit d'utiliser de routes de transit. Donc, ils peuvent servir de leurs voisins comme route de transit, mais ils ne possèdent pas de droit à l'océan. Donc, ils peuvent passer à travers la cour, mais la cour appartient au rez-de-chaussée. C'est une loi bizarre, n'est-ce pas? Alors, qui a voté cette loi? Je crois que c'est important. Qui a voté la loi? La Convention des Nations Unies sur les droits de mer a été votée en 82, mais a été mise en vigueur en 94. C'est là qu'un nombre suffisant de pays l'avaient ratifiée. Évidemment, la loi a été adoptée pour prévenir des conflits. Quel genre de conflits? Des conflits de pêche, d'exploitation minière, de fonds marins, parce qu'il y a beaucoup de richesses sous l'eau. Il fallait éviter ce genre de conflits entre pays, tout ça. Des conflits de routes, de navigation et tout le bazar. Donc, il fallait créer de l'ordre autour de l'eau. Et pour ça, malheureusement, quelqu'un a décidé que les États côtiers ont droit d'un périmètre d'eau, pendant que les États à l'intérieur n'ont pas de droit du tout. Pour essayer de comprendre, je pense qu'il est important qu'on l'explique. À partir de la terre, à 19 km dans l'eau, l'État côtier a tout le droit. Okay? C'est-à-dire l'eau, là, c'est l'eau territoriale. À 19 km, ça appartient au pays. Vous comprenez? Donc, le pays a tout le droit. Chaque avion, chaque bateau qui traverse doit d'abord préalablement avoir une autorisation du pays côtier pour que ça traverse à 19 km. Vous voyez un peu? Maintenant, on va à 370 km. C'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. 370 km depuis la côte dans l'océan. Là, le pays côtier a toujours le droit de contrôle, mais n'est pas propriétaire de ces eaux. À 370 km dans l'eau, les navires d'autres pays et les avions peuvent traverser sans nécessairement demander l'autorisation du pays côtier. On est ensemble. Mais tout ce qui appartient au gaz, pétrole, poisson et tout le bazar appartient au pays côtier. Donc, en récapitulation, à 19 km, tout appartient au pays côtier. À 370 km, les avions et bateaux peuvent passer sans demander l'autorisation, mais tout ce qu'il y a comme pétrole, gaz et poisson appartient toujours au pays côtier. Au-delà de 370 km, ça appartient à tout le monde. Maintenant, le problème de Museveni, c'est quoi? Le problème du président Museveni, c'est que pourquoi son pays doit avoir à payer des taxes et tout le bazar pendant que l'océan appartient à Dieu? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? L'exemple est très simple, ok? Prenons un frais de transit, par exemple. L'Ouganda paie au Kenya beaucoup d'argent dans le frais portuaire, les péages, les routiers et les droits frontaliers. Un autre exemple, un conteneur, par exemple, venant de l'Asie, ok? Arrivé à Mombasa. De l'Asie à Mombasa pourrait coûter environ $2000 en frais maritimes. Mais de Mombasa, regardez Mombasa sur la carte, à Kampala, ça pourrait coûter $1500 de plus.
Et quelquefois à $2000. Le transport terrestre seulement, en frais, ça pourrait coûter $2000. Donc, en d'autres termes, si un conteneur venait de l'Asie, arrivé au Kenya, coûterait $2000. Pourquoi $2000 additionnels du Kenya à l'Ouganda? Donc, voilà pourquoi l'Ouganda veut un droit à ses ports. Museveni, malgré sa langue de guerre, serait en train de revendiquer en disant qu'il est insensé que les États côtiers revendiquent la propriété exclusive de l'eau. L'océan ne les appartient pas, ça appartient à Dieu. Les pays enclavés comme l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso devraient avoir le droit de partager l'océan. Et dans ce cas, on parle de l'océan Indien pour l'Ouganda. Et pas seulement des privilèges de transit. Il ne s'agit pas seulement qu'on ait privilège de pouvoir traverser votre pays pour aller prendre nos conteneurs, il faut aussi ce privilège d'avoir accès à l'océan, de créer notre point de réception, c'est-à-dire pour éviter les tumultudes qui se passent au Kenya. Prenons un exemple simple. Récemment, en Tanzanie, il y avait problème, difficulté à cause des élections. Le pays était par terre. Et comme le pays était par terre, tout ce qu'il y a de transport, tout ce qui est censé être envoyé en Ouganda, s'est arrêté. Pourquoi? À cause de la politique tanzanienne. Mais si l'Ouganda avait son propre lieu, par exemple, qu'est-ce qui se passerait? Dans ce cas, l'Ouganda procéderait ces histoires en tant que pays souverain. Son souhait, évidemment, est celui de supprimer ou de réduire les frais des transits, comme l'Ouganda serait considéré comme copropriétaire de l'océan plutôt que client dépendant. Alors, vous trouvez que ça a un sens ou pas? Voilà exactement ce que je disais précédemment, même en parlant du Mali, Burkina Faso et autres. Ce sont des pays qui, après avoir décidé de se retirer de la CEDEAO a jugé de bloquer les ports, n'est-ce pas? Bloquer accès aux ports. Les ports sont nécessaires. Pourquoi? Pour les imports et exports. Comment peut-on faire les imports et exports? Il y a deux façons de le faire. Soit par la voie aérienne, utilisant un avion qui est rapide, limité en termes de contenance, mais aussi très cher. Ou encore, on peut utiliser des navires qui sont beaucoup plus grands. On peut y mettre autant d'histoires qu'on veut. Ça prend un peu plus longtemps, mais ça arrive finalement. Alors, la CEDEAO a décidé de bloquer accès à l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est le Maroc, regardez sur la carte. L'AES prenait accès à la mer à travers le Togo, le Ghana, le Bénin, le Sénégal et autres. Mais quand la CEDEAO a décidé de bloquer accès, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Maroc qui dit, bon, écoutez les amis, ne vous en faites pas, venez, vous pouvez prendre accès à la mer à travers mon pays. C'est le Maroc, vous êtes les mêmes ici qui disent que les Marocains sont des racistes, non? Les Marocains sont méchants, ils sont racistes, ils sont mauvais, ils aiment pas les Noirs. Mais vous, entre Noirs, vous faites quoi? Non, il faut vous dire la vérité. Les gens de la CEDEAO sont quoi? Ils sont blancs. Les gens de la CEDEAO, ils sont quoi? Ils sont vos frères. C'est eux qui ont fermé accès au Mali, Burkina Faso et au Niger. Pendant ce temps, le Maroc a ouvert sa porte. Le Maroc a ouvert. Voilà pourquoi je ne limite plus jamais ma capacité d'accepter ou de fraternité à la couleur de peau. C'est très imbécile de penser comme ça. Qu'une personne qui te ressemble en couleur de peau serait essentiellement bien pour ta nature, bien pour ton existence, ou un frère. C'est faux. Alors, parlons du Mali, Burkina Faso et Niger. Ont-ils raison de dire que eux aussi devraient avoir droit à l'océan, comme le dit l'Ouganda? Parce que l'océan n'appartient à personne. Pourquoi vous vous réservez ce droit-là d'avoir? C'est comme si on vivait dans un immeuble. Je suis au 7e étage et ceux du rez-de-chaussée disent non, la cour nous appartient. Tout ce qui passe à travers la cour, nous on doit manger. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le président ougandais est en feu actuellement. Il a dit ouvertement que dans le futur, ça enclencherait des guerres. Est-ce qu'il a raison? La religion est une très belle chose. Mais la religion est une chose qu'on ne laisse pas entre les mains d'une personne non certifiée. La religion, c'est comme un avion. L'avion, c'est beau, n'est-ce pas? C'est bien. L'avion est très important. L'avion nous permet aujourd'hui de voyager d'un endroit à un autre où on pensait pouvoir peut-être faire 10 ans de voyage pour aller voir des membres de nos familles sans difficulté. Mais l'avion ne peut pas être laissé entre les mains d'une personne non compétente. Sinon, c'est la mort pour tout le monde. Ceux qui commandent la religion doivent être en scrutiny total avec le gouvernement. C'est très important. Et si ce n'est pas fait, ça sera la perdition totale. Le Burkina Faso a arrêté des prédicateurs islamiques accusés de tenir des sermons extrémistes dans le cadre d'une vaste campagne de répression contre la radicalisation sur le fond de violence par les djihadistes. Donc, au Burkina Faso, on a arrêté des prédicateurs islamistes. Ça, ce sont des représentants spirituels respectés, mais qui viennent d'être arrêtés au Burkina Faso. Ils ont été arrêtés pour leur radicalisation. Je pense qu'il est important de tenir en compte ici que le président de la République du Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré, est musulman lui-même. Donc, ce n'est pas une question de sentiment. Étant musulman lui-même, il arrête des gens qui prêchent des choses qui vont en l'encontre de ce qui est écrit réellement. Avec ça, est-ce qu'on peut dire que les bonnes mœurs, la bonne attitude d'un humain dépend de sa religion? Je sais qu'il y a des gens qui diront, ah oui, s'il applique la religion correctement. Mais chacun applique sa version de la religion, évidemment, qu'il pense correcte. Et qui êtes-vous de déterminer quelle est la religion ou la version qui est la bonne? En tout cas, si ça ne tue pas physiquement des humains et ça ne fait pas tomber des âmes.
Les autorités affirment que les prédicateurs diffusaient des rhétoriques pouvant alimenter la radicalisation et menacer la sécurité nationale. Donc, ça risque d'alimenter la radicalisation et menacer l'intégrité nationale. Ça, c'est évidemment en contraste avec le Nigeria, où on n'arrête jamais les enseignants islamiques. Jamais, pour ceux qui le disent. Ils ne sont jamais arrêtés. Je sais qu'il y a très peu ici. Quand Donald Trump disait on veut partir au Nigeria pour aller libérer la nation, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont massacrés, beaucoup se sont fâchés. Beaucoup des Noirs, même non nigérians, se sont fâchés, même parmi vous aussi d'ailleurs, disant voilà, Monsieur Trump cherche une opportunité pour aller s'empiffrer des ressources minérales. C'est simplement ça. C'est ça, non? C'était plus facile d'accuser que de réfléchir. Monsieur Trump cherche une opportunité pour aller piller. Bah, c'est vrai. Disons que certaines personnes étaient ignorantes. Est-ce que Monsieur Trump a raison? Non. Est-ce que Monsieur Trump a tort qu'il y a des chrétiens qui se font tuer? Non, absolument pas. Y a-t-il de raisons pour lesquelles on pourrait penser que Trump veut aller piller le Nigeria? Tout à fait. Mais est-ce normal? C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les pays, depuis la nuit de temps, les pays puissants ont toujours assujetti les pays faibles désorganisés. Si votre pays est faible et désorganisé, on viendra sans doute pour essayer de piller. Il est de votre responsabilité à vous de vous assurer que vous ne leur donnez pas d'opportunité de venir dans votre pays pour venir s'enrichir. Mais le Nigeria, en attendant, malgré les informations que reçoivent le gouvernement, malgré les tip-off, par exemple ce monsieur ici, le pasteur qui parlait, qui disait au gouvernement, écoutez, nous avons des renseignements rassurants que ces gens viendront ce soir. Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui, y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes. Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Mais le gouvernement n'a rien fait. Ils n'ont absolument rien fait pour défendre cette population. On a massacré des gens. Il y a même des gens qui disent la raison pour laquelle on laisse passer, c'est parce que la plupart ou le clair des membres du gouvernement sont des gens musulmans qui malheureusement ne représentent pas la religion telle qu'elle est conçue et telle qu'elle est précise. C'est une tristesse, c'est une réalité. Alors au Nigeria, on n'arrête pas les gens comme ça. Mais pour essayer de comprendre, on va voir c'est quoi le radicalisme. Okay? Le radicalisme islamique, c'est quoi? Les prédicateurs extrémistes ne suivent pas les enseignements religieux traditionnels. Ils les transforment en leur sauce. C'est comme ça. Même le christianisme, quelquefois, est transformé à la sauce des pasteurs. Il y a certains pasteurs, d'ailleurs, il y a très longtemps, je me souviens, qui disaient à sa population, à ses ouailles, écoutez, si les membres de votre famille ne veulent pas venir à votre église, il faut vous en débarrasser. Le verset était, moi et ma famille, nous suivons le Seigneur. Si vous ne suivez pas le Seigneur, ne venez pas chez moi. Vous ne mangerez pas de mon couple, vous ne buverez pas. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Beaucoup de personnes ont chassé leurs parents de la maison. Beaucoup de personnes se sont retirées carrément de leur famille. Il y a des gens qui ont balancé, on a vu, quelqu'un balancer sa mère dehors. Parce que c'était, d'après lui, une sorcière. C'est quand même bizarre de voir ça parce que si vous êtes réellement une personne de Dieu, pourquoi vous avez peur d'une sorcière? Vous êtes censé être plus puissant, non? N'est-ce pas ou pas? Si vous êtes vraiment serviteur de Dieu et que Dieu vous connaît et vous écoute, pourquoi vous avez peur d'une sorcière? Il faut aider la sorcière. La sorcière devrait avoir peur elle-même. Si elle est vraiment sorcière, elle devrait fuir d'elle-même. Si la sorcière ne fuit pas, elle vit toujours là. Ça veut dire que votre prière ne marche pas. Pourquoi vous jetez votre mère dehors? C'est ça la radicalisation. Elle n'a pas un seul sens. Ça se trouve dans beaucoup de pays, dans beaucoup de religions. Voilà pourquoi au Rwanda, on a fermé les églises. 5000 églises ont été fermées. Pourquoi? Parce qu'il faut un pilote qui a le sens. Okay? La religion, c'est comme l'avion. Il faut un pilote bien instruit, un pilote qualifié, un pilote bon. Et quand vous mettez devant vous une personne qui se lève du jour au lendemain et commence à vous prêcher sa version de la religion, ça devient très dangereux. Alors, c'est quoi ce radicalisme? Numéro 1, il se présente comme les seuls véritables interprètes de la religion. Voilà. Vous entendez une personne vous dire, c'est moi qui comprends ce qui est écrit dans ce livre. C'est un mauvais. Il faut faire très attention. Ils décrivent des prédicateurs traditionnels comme des corrompus, des faibles ou pas des vrais croyants. Donc c'est comme ça qu'on radicalise les gens. Numéro 2. Ils créent un groupe extérieur démonisé. Ça pourrait être le gouvernement, ça pourrait être une autre religion. Donc démoniser les autres, voir des autres croyants disant qu'ils sont des mauvais. Donc c'est eux contre nous pour justifier leurs atrocités. Numéro 3. Ils promettent une entrée garantie au paradis pour ceux qui commettent des actes de violence. Une distorsion grave des enseignements religieux authentiques, c'est ça. Donc si tu tues, tu massacres des gens qui sont des infidèles,
plusieurs tu massacres, plus facile il est pour toi d'entrer au paradis et avoir tes vierges. C'est ça. C'est comme ça qu'ils disent aux gens. Et c'est ceux qui sont généralement en pauvreté, en difficulté, ceux qui sont dans leurs sentiments personnes délaissées, s'associent à ça très rapidement. Numéro 4. Ils exagèrent ou inventent des menaces telles que votre communauté est attaquée. Il faut sauver votre communauté. D'autre part, ils disent votre identité est menacée. Il faut la défendre. Ou encore, ils disent seule la lutte armée peut vous protéger. Il faut prendre des armes. C'est comme ça que le radicalisme commence. Alors, la différence ici, je pense que c'est important de mentionner entre le Burkina Faso et le Nigeria, c'est qu'au Nigeria, rarement on arrête des clérics ou des prédicateurs qui parlent d'extrémisme. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas gênés. Okay? Au Burkina Faso, on les jette en prison. Au Nigeria, on ne le fait pas. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que peut-être l'une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, c'est parce que le clerc, la grande majorité des gens qui dirigent le pays au Nigeria aujourd'hui, sont peut-être musulmans. Est-ce vrai ou pas? Question mark. Mais moi, je voudrais bien, et c'est eux, apparemment, qui disaient aussi que les chrétiens ne sont pas tués. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de génocide de chrétiens. C'est vrai, il n'y a pas de génocide de chrétiens. Si d'autres personnes sont tuées aussi. N'est-ce pas une bonne opportunité, une belle opportunité d'ailleurs, d'inviter une force extérieure pour vous aider à les éliminer, parce que carrément, vous n'arrivez pas. Mais au lieu de vous fâcher contre ce fait-là, que les gens meurent chaque jour, les enfants sont enlevés, les petites filles sont prises de force, vous vous fâchez contre le fait qu'un monsieur qui dit venir vous soutenir dans votre guerre, transformons l'histoire en la distortant, disant que monsieur, le président veut s'attaquer au Nigeria. Il n'a jamais dit qu'il voulait s'attaquer au Nigeria. Il a dit qu'il voulait s'attaquer à l'extrémisme. Oh, Trump n'a jamais dit qu'il voulait s'attaquer au Nigeria. Il a dit qu'on va trouver des solutions si le gouvernement ne le fait pas. Le christianisme est confronté à une menace existentielle au Nigeria. Des milliers de chrétiens sont massacrés. Les islamistes radicaux sont responsables de ce massacre. Je désigne donc le Nigeria comme pays particulièrement préoccupant. Il s'agit d'une définition légale. Clairement, il n'arrive pas à le faire. Au Nigeria, on a arrêté un prédicateur. Et quand on les arrête, ce n'est généralement pas parce qu'ils ont prêché des choses extrémistes. On a arrêté un prédicateur, pourquoi? Parce qu'il a tabassé un petit garçon de 6 ans. Ce n'était pas pour les choses qu'il a dit dans l'extrémisme. C'était pas ça la question. L'arrestation, c'est parce qu'il a tabassé un enfant. Et cet enfant a été tabassé, pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui vivent là-bas à l'école islamique. Et comme ce sont généralement des enfants qui viennent de familles pauvres, on prend soin d'eux là-bas. Donc, il y a un tuteur qui prend soin d'eux mentalement et physiquement. Ce monsieur, dans ce cas, pensait pouvoir discipliner l'enfant en les tabassant comme un cheval. Après avoir tabassé l'enfant s'est blessé de partout. Et c'est seulement parce que la vidéo est devenue virale qu'on l'a trouvé. Le gouvernement est obligé de réagir. Mais le monsieur a dit des choses brûlantes dans le passé. Il n'a pas été arrêté pour ça. Il a été arrêté pour avoir tabassé un enfant. Il y a un monsieur prédicateur aussi, Issa Ali Pantami. Issa Ali Pantami, c'est qui? Il est un érudit islamiste nigérian. Il avait déclaré dans le passé que les membres de Boko Haram étaient des frères musulmans égarés. Les membres de Boko Haram sont ses frères. Il dit, il faut pas les toucher. Ils sont nos frères, nous, le gouvernement. Le membre de Boko Haram mérite la miséricorde et la réhabilitation plutôt que d'être tué. Il a aussi critiqué les opérations militaires contre Boko Haram, les jugeant excessives. Écoutez, une personne qui juge les attaques de l'armée contre Boko Haram et disant que c'est excessif. Il faut pas faire ça. Pendant que ces gens-là se massacrent des gens, prennent des enfants, lui, il dit, ce sont nos frères. Vous voyez la différence? Est-ce que la religion fait un homme, ou l'homme est l'homme et la religion se rajoute? Est-ce la bonté, la nature, l'intégrité d'un homme dépend de sa religion? Questionnement. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le président des États-Unis promet de bannir l'Afrique du Sud du G20. Les États-Unis ont envoyé un jeune diplomate de leur ambassade en Afrique du Sud. Un jeune diplomate, pour aller recevoir la passation de la présidence du G20. Chose qui ne se fait jamais. En fait, dans le passé, normalement, la passation de la présidence se fait entre présidents de république. Donc, il s'agissait ici, normalement, du président Ramaphosa de passer la présidence au président Donald Trump. Mais le président Trump avait refusé de faire partie du G20. En effet, il a boycotté l'événement en entier, accusant l'Afrique du Sud de faire semblant de ne pas savoir qu'il existait un génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Alors pour cela, Trump a envoyé un diplomate junior pour aller faire la passation avec le président Ramaphosa. L'équipe du président Ramaphosa a trouvé que c'était un manque total de respect. Pourquoi est-ce qu'un junior représentant de la diplomatie américaine viendrait-il faire la passation avec notre président de la République? Ils ont refusé de l'accepter et ont présenté un diplomate à la hauteur du diplomate américain.
En fin de compte, les États-Unis n'étaient pas contents. Voilà ce que Trump a dit. Les États-Unis n'ont pas assisté aux Jeux 20 en Afrique du Sud car le gouvernement sud-africain refuse de reconnaître ou d'aborder les horribles violations de droits de l'homme subies par les Afrikaners et autres descendants des colons néerlandais, français et allemands. Pour dire plus clairement, ils tuent des personnes blanches et permettent aléatoirement que leurs fermes leur soient confisquées. Très grosse accusation. À la fin du G20, l'Afrique du Sud a refusé de transmettre la présidence du G20 à un haut représentant de notre ambassade américaine qui avait assisté à la cérémonie de clôture. Par conséquent, sous ma direction, l'Afrique du Sud ne recevra pas d'invitation au G20 2026 qui sera accueilli dans la grande ville de Miami en Floride l'année prochaine. L'Afrique du Sud a démontré au monde qu'elle n'est pas un pays digne de quelconque adhésion. Elle n'est pas un pays digne de quelconque adhésion. Nous allons arrêter tout paiement et toute subvention qui lui sont destinées avec effet immédiat. C'est brutal, c'est chaud, c'est bousculant, ce qui est évident. Après que le président Trump eut boycotté l'événement du G20 en Afrique du Sud, citant que l'Afrique du Sud faisait semblant qu'il n'existait pas de génocide dans son territoire, pendant le déroulement de l'événement, le gouvernement sud-africain a reçu une communication selon laquelle les États-Unis voulaient envoyer un diplomate pour les représenter dans le G20. Oui. Nous avons reçu une notification de la part des États-Unis, une notification sur laquelle nous sommes encore en discussion avec eux. Concernant un changement d'avis, notamment en ce qui concerne leur participation sous une forme ou une autre au sommet. Donc, les discussions sont toujours en cours. Cela arrive vraiment à la dernière minute avant le début du sommet. Après cette communication, évidemment, vous voyez M. Ramaphosa en train de s'exprimer en riant un tout petit peu. Ça a donné une impression de moquerie. Évidemment, quand vous dites qu'un pays aussi puissant que les États-Unis qui veut boycotter un événement et pendant que l'événement se déroule, ils veulent finalement venir. Le président sud-africain voulait évidemment voir la praticité de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir maintenant? Ça n'aurait aucun sens. Enfin, vous avez refusé ouvertement. Ce sont les questions que le président sud-africain a posées malheureusement publiquement. Et après ça, il y a eu une réaction forte des États-Unis. J'ai vu le président sud-africain parler un peu trop contre les États-Unis et le président des États-Unis plus tôt aujourd'hui. Et ce langage n'est pas apprécié par le président ni par son équipe. Et comme vous voyez évidemment la chargée de presse américaine dire ici, le président sud-africain est en train de parloter un tout petit peu. La translation en anglais, français, c'est un peu compliqué, mais en train de running his mouth, donc en train de parler du n'importe quoi sur les États-Unis d'Amérique. Chose que beaucoup de personnes ont trouvé un peu irrespectueux de la part, s'adressant à un président d'une république souveraine et aussi par-dessus le marché, une personne qui pourrait être ton grand-père, ce n'est pas acceptable. En tout cas pas sur le milieu africain et encore moins sur le milieu européen. On ne parle pas à son grand-père comme ça. Pas du tout. Après cela, les États-Unis d'Amérique a dit nous voulions plutôt envoyer un représentant pour aller faire la passation de la présidence du G20. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il s'agissait d'envoyer vraiment une personne ou bien ils s'étaient fâchés parce qu'ils ont entendu le président sud-africain réagir de la sorte et enfin ils ont changé disant non, on ne veut pas envoyer une personne pour faire partie du G20, on veut envoyer quelqu'un pour faire la passation du G20 à la journée de la clôture. Alors, pendant ce jour-là, la personne qu'on a envoyée, évidemment, ce n'était pas l'ambassadeur, ce serait acceptable. Les États-Unis d'Amérique, évidemment, ont un ambassadeur en Afrique du Sud qui s'appelle Leo Brent Boswell III, qui a été assigné depuis le 27 mars 2025. Leo Brent Boswell III. Mais ce n'est pas lui qu'on a envoyé. Ils ont décidé d'envoyer un junior représentant de l'ambassade, donc un chargé d'affaires, au nom de Mark Dillard, pour aller représenter les États-Unis d'Amérique. Alors, Pretoria qui dit, écoutez, on peut pas mettre notre président devant votre junior ambassadeur, quand même. Il y a un manque de respect, là. C'est quand même le président de la République. Normalement, quand on fait la passation de président, c'est entre présidents qu'on se met. Il y a une grande cérémonie, il y a à manger, à boire, il y a tout ça. C'est pourquoi envoyer un jeune diplomate, un chargé d'affaires? On se pose la question de savoir, est-ce que les États-Unis ont fait ça exprès? S'ils n'ont pas fait ça exprès, partons du principe que le président de la République lui-même, Donald Trump, a boycotté officiellement l'événement. Est-ce qu'on voyait un jeune monsieur, un jeune diplomate inférieur pour rencontrer le président de la République qui vient de boycotter serait la meilleure chose à faire ou bien c'est pour passer un message très clair? Alors, l'Afrique du Sud a officiellement refusé
son président rencontre ce diplomate inférieur. L'Afrique du Sud a envoyé le chef du département de relations internationales, M. Zen Dangor. Donc c'est un diplomate au niveau des diplomates là-bas. C'est un peu comme si on disait, bon, moi et toi, on a un problème de parcelle, ok, on a des difficultés. Mais toi, tu veux m'envoyer aller discuter avec ton fils pour ton problème. Attendez, monsieur, ton fils de 18 ans, comment moi je vais discuter avec lui? C'est toi le boss, c'est toi le propriétaire. Pourquoi je dois discuter avec ton fils? C'est un peu ça. Ce sont les choses qui, pour les Sud-Africains, ne se font pas. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié de regrettable l'annonce du président Donald Trump selon laquelle l'Afrique du Sud ne sera pas invitée au sommet du G20 de l'année prochaine. Donc, le président Trump a dit que l'Afrique du Sud ne sera pas invitée du tout. Ont-ils le droit d'exclure un pays légitime qui fait partie du G20? Absolument pas, ils n'ont pas ce droit-là, officiellement. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent refuser la délivrance des visas à la délégation sud-africaine. Ça, ils peuvent le faire. C'est un peu comme le procureur qui a condamné le premier ministre du pays qu'on ne cite pas. Il ne peut plus aller aux Nations Unies, aux États-Unis d'Amérique, parce qu'on lui a refusé un visa. Les Nations Unies sont situées aux États-Unis, mais les visas, c'est de l'autorité américaine. S'il refuse de vous le donner, vous ne l'aurez pas. Alors, le tweet d'un ambassadeur de l'Afrique du Sud a dit « Les États-Unis ne peuvent pas exclure l'Afrique du Sud du G20. L'adhésion du G20 n'est pas déterminée par un pays hôte. Aucun État, y compris les États-Unis, n'a l'autorité d'expulser un autre membre de manière unilatérale. » On va essayer de voir certains tweets de certaines personnes qui ont réagi. Il y a Noédine Isaac Mpoulo qui dit « Trump a du mal à accepter le fait qu'un pays africain ait l'audacité de défendre sa souveraineté ou qu'un leader noir ait le courage de ne pas trembler devant lui. » Voilà un Salim Matour qui dit « Aucun parti politique sud-africain, curieusement, même ceux qui représentent les Afrikaners et les communautés noires en général, n'ont prétendu dire qu'il y avait génocide en Afrique du Sud. Alors on ne comprend pas ce que Trump veut. » C'est une question intéressante. Adrien Lombard qui dit n'importe quoi. L'Afrique du Sud est un pays à crime et le racisme de noirs est le plus grand problème. En tant que blancs sud-africains, les États-Unis ont 100% raison de refuser de délivrer des visas à un gouvernement corrompu pour le G20 de l'année prochaine. Voilà un autre qui dit, il dit POTUS c'est le président américain. Saviez-vous que les fatalités liées aux armes aux États-Unis sont très importantes, avec 8878 morts liés aux armes à feu jusque-là en 2025, n'est-ce pas un génocide? Les crimes, ça se trouve dans toutes les nations. Il nous faut à nous tous faire des efforts pour le réaliser, pour un monde meilleur. Donc, en d'autres termes, il dit, M. Trump, ne réalisez-vous pas qu'aux États-Unis, les gens meurent aussi. Joey Fisk qui dit, il refuse de reconnaître un génocide reconnu par les Nations Unies à Gaza, mais il est ici en train de crier sur des choses non prouvées, de fausses idées de ravissement de terrain en Afrique du Sud qui n'existent pas. Double standard. Non, 2.2 mesures. China Unstoppable Rise. Il n'y a pas de génocide de blancs fait par le gouvernement sud-africain. Les pays du Sud ont la responsabilité morale de rester solidaires à l'Afrique du Sud et les boycotter l'événement de G20 2026. Donc c'est un peu ça, ce qui est évident que le président Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de ne pas reconnaître les génocides perpétrés contre les Blancs et les fermiers blancs en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud au départ était partie se justifier à la Maison Blanche. C'était une justification concrète pour aller montrer évidemment il n'y a pas de génocide qui se passe. Mais avec le temps, après avoir fait des recherches et prouvé qu'il n'était évidemment pas une réalité, bien que l'Afrique du Sud en réalité soit un pays auréolé par le crime n'est pas exclusif aux Blancs. Donc il n'y a pas seulement les fermiers blancs qui meurent, il y a aussi des fermiers noirs qui sont tués par la même occasion. Mais est-ce une raison pour laquelle il faudrait ignorer le fait qu'il y a des fermiers blancs qui sont tués? Absolument pas. Il faut trouver une solution à cette histoire. Et aussi l'accusation selon laquelle les noirs prenaient les terres qui appartiennent aux blancs sont absolument fausses. Mais alors avec le temps, à force de se justifier, ils ont peut-être trouvé l'impression qu'on s'est justifié un peu trop, ils donnent un peu trop de levier aux États-Unis d'Amérique. On a l'impression ici que les Sud-Africains sont prêts à tout pour tout. Alors la question pour vous est celle-ci. S'il a été prouvé qu'il n'y a pas de génocide qui se passe en Afrique du Sud, quelle est la raison pour laquelle le président Trump est en train de mettre tant de pression sur l'Afrique du Sud? Est-ce à cause de leur relation avec la Chine et la Russie, malgré le fait que l'Afrique du Sud s'est prononcée neutre par rapport à la guerre entre Russie et Ukraine? Mais est-ce le fait de se prononcer neutre dans une guerre veut dire qu'on ne peut plus développer des relations ou de garder des relations existantes avec qui on veut? God bless.